Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle je vais vous parler du manga Étoile perdue tome 3 et dernier tome de l'adaptation du roman de Claudia Gray. Alors comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers, puis une seconde partie avec spoil dans laquelle je reviendrai bien plus en détail sur tout ce qui est à noter sur l'œuvre. Sachez évidemment qu'il y aura des spoils pour le roman Étoile perdue vu que c'est l'adaptation de cette histoire. Pour ce qui est de mon avis général, j'ai vraiment bien aimé ce manga. Tout comme les 2 tomes précédents. Là, je vais peut-être un peu parler généralement des 3 volumes. C'est vraiment une histoire bien adaptée, bien remaniée pour que ça corresponde au format manga. Ça se lit très bien, en plus les dessins sont très agréables, très jolis. Et on a une bonne adaptation, je trouve, de l'histoire originale du roman de Claudia Gray. Et c'est vraiment, je trouve, un plaisir d'avoir, ça y est, la fin de cette histoire-là. Même si en soi, je suis pas le seul à dire ça, mais on aimerait tous avoir une suite au roman et à l'histoire qui est présentée dans ce manga-là. Donc on a quand même affaire à une fin un peu frustrante parce que voilà, tout n'est pas forcément résolu à 100%. Et d'ailleurs c'était le sujet d'une question que j'avais pu poser à Claudia Gray directement lors d'une interview qu'on avait faite lors de la génération Star Wars et science-fiction. Tout le monde veut une suite à Étoile perdue, c'est comme ça. L'histoire est tellement bien, les personnages sont tellement appréciables que, bah évidemment, on veut en voir plus. C'est logique. Ce qui est très bien avec ce manga-là aussi, c'est que c'est assez accessible pour un peu tout le monde, puisque vraiment on retrace la trilogie originale, on revit les épisodes 4, 5, 6 à travers les yeux de 2 personnages principaux. Pour un fan un peu plus assidu, c'est quand même très cool de découvrir l'histoire de ces 2 personnages-là, au gré des événements qui sont très connus, avec la bataille de Yavin, la bataille de Hoth. Et là, on se rapproche de l'épisode 6, et un petit peu après d'ailleurs dans celui-ci, d'autant que ça avait été bien travaillé. Pour tout ce qui était sorti autour de l'épisode 7, ils avaient fait vraiment, je pense par exemple au roman Riposte et à Étoile perdue, ils avaient travaillé de concert pour nous présenter la bataille de Jakku. Et c'était très sympa d'ailleurs de retrouver cette bataille-là dans différents médias. Et du coup, on a quelques images, une adaptation du coup visuelle de cette bataille. Et c'est quand même assez cool d'en voir davantage par rapport à un événement quand même majeur de l'univers Star Wars comme celui-ci. Je vais pouvoir vous faire le même commentaire que sur les 2 tomes précédents. Je vous recommande vivement la lecture d'Étoile perdue. Je trouve que c'est bien d'encourager, on va dire, la publication des mangas en France, puisqu'il y a quand même 2-3 trucs à faire concernant Star Wars. Prochainement, je sais qu'il y aura le volume 2 de Un équilibre fragile de la Haute République. On aura aussi Leia, les légendes de Luke Skywalker. Et il y aura encore d'autres trucs à adapter en France qui n'ont pas été annoncés par Nobinobi. Par exemple, Rebels. Je sais qu'il y a un manga sur Mandalorian aussi. Il y a quand même des choses assez intéressantes dans les mangas. Donc ce serait dommage de ne pas avoir la suite. En tout cas, je sais que les prochaines sorties d'octobre ont déjà été détaillé par Nobinobi, donc voilà, c'est quand même très cool de pouvoir avoir accès à ce format-là en France, puisque à part quelques publications chez Delcourt, surtout pour les adaptations des films en manga, il n'y avait vraiment pas eu tant de mangas que ça en France. Du coup voilà, je pense que ça va être très difficile d'en dire plus dans une partie sans spoilers, donc allons-y, à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà lu le manga ou qui n'ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Et évidemment, je le rappelle, il y a des spoils pour le roman Étoile perdue, donc faites attention, si vous n'avez pas lu Étoile perdue et que vous ne voulez pas être spoilé, voilà, je vous l'ai dit. Donc on reprend la suite de l'histoire de Thane et Sienna, et là cette fois-ci, après la bataille de Hoth qu'on a vue dans les mangas précédents, là on va s'attaquer à la bataille d'Endor, donc la destruction de la seconde étoile de la mort, et ça va se finir sur la bataille de Jakku. On avait terminé le second tome au plein milieu d'un affrontement entre Sienna et Thane, qui étaient tous les deux à bord de chasseurs. Et justement, ils se retrouvaient face à face, il y avait la potentialité que l'un élimine l'autre. Et on reprend ce combat et on se rend compte que Sienna prend la décision de protéger Thane en plein combat. Donc c'est assez intéressant justement de voir comment Sienna, malgré tout l'engagement qu'elle a dans l'Empire, quand même, elle reste quand même attachée à Thane. Mais malgré tout ça, elle reste dans l'Empire, lui est encore dans la rébellion. Et petit à petit, on se dirige donc vers la bataille d'Endor, durant laquelle elle se fait affecter sur la seconde étoile de la mort. Et d'ailleurs, les 2 participent à cette bataille, et lors de la destruction de la seconde étoile de la mort, Sienna, elle est encore dans un chasseur, donc elle échappe à la destruction de la station, et elle survit à la bataille. Par contre, elle est dans un piteux état, elle se fait récupérer par Nash Windrider, qui est un personnage assez intéressant aussi d'ailleurs, Nash, puisqu'il est originaire d'Alderaan. Alderaan s'est fait détruire par l'Empire quelques années auparavant. Il y a toute une réflexion par rapport à ce personnage qui est présenté dans ce tome 3. Il trouve que, même si elle a été détruite, sa planète, un peu, elle l'a mérité. C'est particulier quand même comme raisonnement, mais ça reste intéressant, puisque quelqu'un qui dit que, en gros, sa planète natale a mérité le sort qui lui est arrivé, c'est quand même particulier. Il est très à fond dans l'Empire, on va dire. Nash Windrider, c'est quand même un personnage assez intéressant et
assez singulier, on va dire. N'empêche que c'est lui qui la réceptionne alors qu'elle est complètement blessée, enfin elle est dans un état pitoyable, et malgré tout, même si elle ne devrait pas encore rempiler, elle continue son service, elle continue de bosser pour l'Empire, si bien qu'on lui confie le commandement d'un croiseur, donc l'Inflictor. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen de se rendre compte à quel point en fait toute l'armée impériale subit un vide énorme, puisqu'il y a vraiment énormément de pertes avec l'étoile de la mort, la seconde. Il y a beaucoup de morts du côté de l'Empire, ce qui fait qu'il y a un vide qui appelle à des promotions assez fulgurantes. Et on voit ça très très bien dans Étoile perdue. C'est que l'Empire sur sa fin est vraiment dans ses derniers retranchements. Il y a les plus jeunes qui obtiennent des postes qu'ils n'auraient jamais dû avoir en fait auparavant. L'Empire est vraiment à bout de souffle et il n'arrive pas à renouveler ses armées. Voilà. Et l'incompétence commence à régner dans l'Empire. Ils sont de moins en moins sérieux, de moins en moins efficaces. Et ça, c'est très intéressant justement de voir comment ça peut justifier qu'en un an, l'Empire réussisse à tomber entre guillemets aussi facilement suite à la bataille d'Endor jusqu'à la bataille de Jakku. Je me souviens qu'il y avait 2-3 choses aussi dans les romans riposte par rapport à ça, enfin vraiment l'Empire il part vraiment en vrille quoi. Toujours est-il qu'elle prend le commandement de son vaisseau, l'Inflictor, un destroyer qui va participer bien évidemment à la bataille de Jakku, durant laquelle le vaisseau va se faire infiltrer, car de leur côté les rebelles veulent capturer des Star Destroyers impériaux, c'est une mission confiée par le général Carlis Trigan d'ailleurs, qui fait une petite apparition dans le manga, et évidemment, bien évidemment, le vaisseau, l'Inflictor de Cienari, va être infiltré par Thane Kyrell évidemment. Et plutôt que de laisser le vaisseau aux mains de l'ennemi, elle veut le faire exploser, donc une autodestruction est déclenchée, sauf que elle peut pas le faire parce que les rebelles ont saboté le vaisseau, et elle prend la décision purement et simplement, alors elle fait évacuer l'équipage quand même. Ça, Sienna, elle est gentille un petit peu quand même, donc ça va, elle fait évacuer l'équipage, mais elle reste à bord puisqu'un capitaine n'abandonne pas son navire, comme on dit, et elle prévoit de faire s'écraser l'Inflictor sur Jakku, et c'est à ce moment-là justement que Thane s'interpose pour l'extirper du vaisseau avant qu'il ne s'écrase à la surface de la planète. Et la finalité de l'histoire, c'est qu'enfin Cienari se fait emprisonner par la Nouvelle République en tant que capitaine de vaisseau. Il l'estime responsable des crimes impériaux. Elle est maintenue en détention par la Nouvelle République, il y a Thane qui vient la voir. Et on reste un petit peu là-dessus pour l'instant, c'est ça le côté un petit peu frustrant de la fin du roman et de la fin de ce manga-là. On a vraiment envie de voir ce qui se passe ensuite avec Thane et Sienna, et on reste sur une situation pas vraiment résolue, en tout cas en fin d'histoire. Donc c'est un petit peu frustrant, et on a vraiment envie de voir ce qui se passe ensuite avec eux. Et le truc très sympathique aussi à la toute fin, il me semble que c'était vraiment découpé de la même façon dans le roman, où c'était le dernier chapitre ou quelque chose comme ça, où on retrouve justement Nash Windrider avec une espèce d'épilogue qui est là pour annoncer le retour de l'Empire, parce que certains impériaux se sont regroupés après Jakku autour de Nash Windrider. D'ailleurs, il est secondé par le frère de Thane Kyrell, qui est vraiment pas une lumière celui-là. Mais Nash fait partie d'une sorte de vestige de l'Empire, et ça tease le retour potentiel de l'Empire. On sait très bien que ça finira par revenir d'ailleurs via le Premier Ordre. Donc on a un petit teasing de ce que ça va donner ensuite et du contexte qu'on aura dans la postlogie. C'est vraiment une histoire très sympa, ça reste quand même simple au niveau de l'intrigue qui concerne les personnages Thane et Sienna. Mais non, Claudia Gray a réussi à faire une histoire tellement cool que voilà... C'est une adaptation de ce roman, mais c'est un plaisir justement de redécouvrir cette histoire, de mettre des visuels sur certaines scènes et certains personnages. C'est vraiment super d'avoir fait une adaptation de ce roman-là, puisqu'il est vraiment considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs, en tout cas du canon. C'est un roman qui est globalement très apprécié. Et j'avoue qu'en plus, Étoile perdue, ça faisait très longtemps que je l'avais lu. J'en avais un bon souvenir, parce que je me rappelais quand même globalement de tout ce qui se passait dedans, dans les trucs importants, on va dire. Moi, j'avais oublié l'histoire du canon, par exemple, du sabotage à l'académie. Ça, j'avais un petit peu zappé, mais vraiment, la trame du roman, je m'en souvenais, et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et c'était un plaisir de se replonger dans cette histoire qui est quand même très cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de review sur ce manga Étoile perdue tome 3 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter la vidéo aussi pour dire votre avis sur ce manga, même dans sa globalité, les 3 tomes d'Étoile perdue. Très prochainement d'ailleurs, on aura plusieurs sorties manga que je traiterai évidemment sur la chaîne en review, avec un petit peu de Haute République, avec un équilibre fragile volume 2, du Leia, du Luke Skywalker, donc on en reparlera très prochainement pendant le mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner à la tribune de Coruscant si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos dont les reviews de comics, de romans ou encore de mangas. A très bientôt et que la force soit avec vous.